si vous voulez, on peut parler de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre à parler, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre à écrire, comment ça se passe et pourquoi est-ce que les machines, la technologie va modifier notre manière de parler, d'écrire, donc de penser, donc d'être ensemble. Voilà, donc c'est un peu le schéma de pensée que je vous propose. Et puis ensuite, il paraît qu'on aura des discussions, et les organisateurs m'ont dit, vous ne prenez que les questions géniales. Donc, vous êtes priés de préparer les questions géniales. Alors, la première idée, c'est pourquoi est-on contraint à parler? Il ne faut pas oublier que l'être humain est sur Terre depuis à peu près 3 millions d'années, on va dire. Or, on ne parle que depuis 200 000 ans. C'est-à-dire que pendant 2 millions et demi d'années à peu près, on a vécu entre êtres humains en communiquant comme les animaux, par des cris, des postures, des mimiques, des sourires. Et puis, il y a 200 000 ans, quelqu'un a eu l'idée curieuse de faire avec la bouche des signes qu'on faisait avant avec la main. On exprimait des tas de choses avec la main, on parlait avec les mains, parce que les sourds parlent avec les mains, ils parlent même très vite avec les mains, plus vite que nous avec la bouche. Et en parlant avec les mains, on communiquait des informations, et puis quelqu'un, un jour, a eu l'idée, eh ben, on va faire des signes avec la sonorité, avec la bouche, et hop, on a commencé à apprendre à parler. Et à ce moment-là, les relations ont changé, parce qu'on pouvait, avant, il fallait, comme les sourds, il fallait être face à face avec celui qui voulait parler avec nous, et dès l'instant où on pouvait parler avec la bouche, eh bien, on pouvait ne pas voir celui qui parlait, il pouvait être sur le côté, il pouvait être dans la foule, il pouvait être derrière, on l'entendait. Mais ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, parce que quand, par exemple, après une conférence, beaucoup de gens lèvent la main pour prendre la parole, et si je ne les vois pas, je les entends bien, je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, très souvent, vous avez sûrement remarqué, on est obligé de regarder la personne qui parle, même si c'est au bout de la salle, parce qu'à ce moment-là, on comprend bien, alors que théoriquement, l'oreille devrait suffire. Eh bien, elle ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait les mimiques, les mouvements, les postures, comme dans le temps, comme à l'époque où on communiquait entre êtres humains sans parler. Alors on faisait des signaux avec des fumées, avec des tam-tams, on tapait sur les écorces, on tapait sur les cailloux, et puis ça communiquait beaucoup d'informations, mais il est certain que dès qu'on est arrivé à la parole, ça a été économique, et très rapidement on a pu communiquer des tas d'informations sur notre monde intime. Et alors là, comme on vit dans une culture cartésienne, on continue à penser que le monde intime, le monde du dedans, est en l'air et n'a pas de correspondance avec le monde du corps. Or, ce que je viens de dire vous propose l'idée exactement contraire, c'est-à-dire qu'on parle avec son corps. Mais on fait des mots, et il n'y a pas que les mots qui communiquent, hein. Il y a la musique des mots, participe aussi à la construction du sens des mots. Par exemple, si je vous dis « mais oui, je t'aime », ça veut dire exactement « tu me casses les pieds, je t'aime pas ». Alors que chez « je t'aime », la prosodie, la musique des mots, veut dire le contraire de « je t'aime ». Et tout le monde a compris. Donc ce n'est pas les mots qui sont des choses qui permettent de désigner d'autres choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un système de communication. Et quand les mots écrits sont apparus, on a changé de manière de vivre ensemble. Et aujourd'hui, avec Internet, avec l'ordinateur, les nouvelles machines, probablement on va encore changer de manière de vivre ensemble. Parce que dès l'instant où on a parlé avec des mots de la bouche, et pas seulement avec des signes de la main, eh ben, il a fallu,
développer le monde de l'artifice, fabriquer des outils et se donner des consignes pour apprendre comment fabriquer des outils. Et dès l'instant où on a fabriqué des outils, il a fallu, à ce moment-là, améliorer non seulement la technologie des premiers outils, mais aussi la technologie des mots, et on a créé le monde de l'artifice, artifice de l'outil et artifice du verbe parler, de l'énoncé et de l'énonciation. L'énoncé, ce qu'on dit, et l'énonciation, comment on le dit. Et le fait de travailler ce nouveau mode de communication a créé un monde parfaitement humain, et on s'est fait croire qu'on était coupé du monde du corps et du monde des animaux, mais j'espère vous convaincre que c'est une croyance et que c'est pas si vrai que ça. Alors voilà ici le plan que je propose, c'est-à-dire qu'avant la parole, c'est ce que je viens de vous proposer, avant la parole, eh bien, il y avait déjà un mode de communication sémantique, c'est-à-dire qui communiquait déjà des tas d'informations. Si on est tout seul, le récit qu'on se fait de ce qui nous est arrivé est très différent du même récit qu'on fait avec quelqu'un avec qui on veut le partager. C'est-à-dire que dès l'instant où je raconte mon histoire, je vais changer d'histoire si je raconte mon histoire à quelqu'un qui me met en confiance, ou si je raconte mon histoire à quelqu'un avec qui je ne suis pas en confiance. Ça ne sera pas du tout le même récit. Si je raconte mon histoire intime, ce ne sera pas du tout le même récit que si je raconte mon histoire à un juge, ou un policier, ou un inspecteur des impôts, ou quelqu'un auprès de qui je veux frimer. Je ne vais pas mentir, et pourtant, chaque fois, mon histoire sera différente, et pourtant, j'aurais jamais menti. Donc, l'importance des récits collectifs, et je terminerai par ce que je viens de vous proposer, c'est-à-dire le récit le technologique. Alors voilà, ici, on va passer quelques minutes dans le récit préverbal. Vous avez ici un gars, un chat, et les vétérinaires avec qui je travaille disent que les chiens avec qui on vit arrivent à comprendre entre 150 et 200 de nos mots. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. C'est-à-dire que ils comprennent. Alors, ils comprennent. Alors, est-ce qu'ils comprennent nos mots? Ils comprennent. Mais est-ce que ce sont nos mots? Je pense qu'ils comprennent quelque chose qui a une signification, un intérêt dans leur monde animal. Mais ce n'est pas forcément le même intérêt que nous. Par exemple, l'été, je vais marcher en montagne chez un ami qui a un chalet et deux chiens qui sont des setters irlandais. Et ces chiens dorment, font semblant de dormir, et dès que mon ami dit « on y va », hop, les chiens filent vers la porte. Est-ce qu'ils ont entendu « on y va » ? On, nous tous, I, là-bas, va, on marche pour sortir, ou est-ce qu'ils ont entendu une prosodie, une musique des mots, on y va, qui veut dire on va sortir. Donc même s'ils n'ont pas entendu nos mots, ils ont quand même entendu une musique verbale qui indique quelque chose qui n'est pas dans le contexte, quelque chose qui va venir. Donc c'est déjà un symbole, puisque le symbole, c'est ce qui est mis là pour représenter quelque chose qui n'est pas là. Donc ces deux chiens, setters irlandais, ont déjà entendu une musique des mots qui désigne quelque chose qui n'est pas là. Alors je dis toujours, alors Madame Monas va être contente, mais je dis toujours que j'ai un chien lacanien. C'est-à-dire que quand je récite ou quand je lis des pages de Lacan à mon chien, il couche les oreilles et il remue la queue, il adore Lacan. C'est comme ça qu'on sait que quand les gens remuent la queue, c'est qu'ils aiment Lacan. Alors, donc, et c'est d'ailleurs, je dis, mon chien est le seul à comprendre Lacan. Donc ici, vous avez un gars qui est préverbal, parce qu'aucun
de nos enfants ne parle le jour de sa naissance et que pendant 20 mois, tous nos enfants attendent 20 mois, quel que soit le niveau socio-culturel des parents, quelle que soit la culture, tous les enfants attendent 20 mois pour tenter l'aventure de la parole. Pendant 20 mois, ils sont comme les êtres humains ont été pendant 2,5 millions d'années, c'est-à-dire qu'ils communiquent par des gestes, des cris, des postures, des mimiques, qu'on comprend très bien. Content, jeu, malaise, colère, on comprend très bien l'expression de leurs émotions, donc ça communique très bien et pourtant ils ne parlent pas. Et c'est seulement à l'âge de 20 mois, autour de l'âge de 20 mois, qu'ils commencent à tenter l'aventure de la parole. Vous avez ici un gars qui a fait des films merveilleux sans un mot, des films muets. Et puis vous avez ici un gars à qui un accident cérébral a cassé le lobe temporal gauche, donc la machine à fabriquer des mots. Il ne parle pas, et bien il continue à comprendre des tas de choses dans un monde sans mots. Sauf que quand on vit dans un monde sans mots, on se sent physiquement lourd. Et ce qui permet d'affirmer ça, c'est que il y a ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, c'est des gens qui font un petit embole temporal gauche, ils perdent conscience, ou pas toujours, ou pendant quelques heures, ils ne peuvent plus fabriquer de mots parce que le sang n'arrive plus dans le lobe temporal gauche, et puis sous l'effet du traitement ou sous l'effet de la bonne nature, hop, ça se revascularise et ils retrouvent la parole. Et quand on demande à ces gens, pendant les 10 heures, 20 heures où vous étiez dans un monde sans mots, comment vous vous sentiez? Tous les gens répondent, quand je n'avais pas accès à la parole, je me sentais lourd. Et quand la parole est devenue, et alors ils emploient par exemple chape de plomb, tombeau, beaucoup emploient cage de verre. C'est une métaphore qu'ils emploient souvent, c'est-à-dire qu'ils se sentent enfermés, ils voient tout comme à travers une paroi de verre, mais ils ne peuvent plus communiquer par la parole, donc ils sont enfermés dans une cage de verre. Et quand la parole réapparaît, qu'est-ce que vous sentez? Tout d'un coup, je me sens léger, physiquement léger. Et ils emploient des métaphores, les bottes de 7 lieues, les nuages, je vole au-dessus des montagnes. Ils emploient des métaphores de légèreté dès que la parole revient. Ce qui veut dire que la parole n'est pas séparée du corps, et que dès l'instant où on est capable de parler, on éprouve notre corps de manière différente et on éprouve le monde de manière différente. Alors, voilà comment... Alors là, je ne vais pas insister longtemps, mais la parole, quand les bébés se mettent à parler, avant de parler, s'ils ont été isolés longtemps, on sait maintenant, la neuroimagerie rend photographiable que les bébés isolés affectivement ont des altérations cérébrales qui ne sont pas des maladies du bébé. Le cerveau est altéré, mais ce n'est pas à cause du bébé, ce n'est pas à cause d'une maladie, c'est à cause d'un appauvrissement sensoriel. C'est-à-dire que ces bébés à qui on ne parle pas ont des altérations cérébrales. Alors c'est résiliable, c'est récupérable, à condition que quelqu'un parle au bébé. Et plus on attend, plus c'est difficile. Si un bébé a des altérations cérébrales à 2-3 ans, dès qu'on propose un substitut verbal, un substitut affectif à ces bébés, ils rattrapent leur retard à toute allure. Mais si notre culture, le récit collectif, dit qu'un bébé qui a des altérations cérébrales, c'est foutu, à ce moment-là, personne ne s'occupe du bébé, et là, en effet, c'est foutu. Mais c'est une prédiction autoréalisatrice, c'est-à-dire que si on croit, si le récit collectif nous dit ces bébés sont de mauvaise qualité, donc c'est pas la peine de s'en occuper, effectivement, on va voir que ces bébés vont devenir des enfants ou des adultes qui auront beaucoup de mal à se socialiser ou à devenir des êtres humains. Or, le cerveau est ainsi façonné par le milieu. Et ça, c'est la nouvelle théorie, c'est vraiment le cerveau est sculpté par le milieu, sauf que nous, on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur nous.
On a donc un degré de liberté, donc un degré de responsabilité, et on sait que, par exemple, la culture il y a des expérimentations que nous, éthiquement, ce serait un crime de commettre ces expérimentations, eh bien, politiquement, elles ont été faites, et là, vous avez la situation de Ceausescu, c'est-à-dire que plusieurs centaines de milliers d'enfants ont été isolés dans des mouroirs où personne ne leur adressait la parole. Et quand j'ai été, après la chute du mur, dans ces mouroirs, et quand on a demandé des scanners, tous ces enfants avaient une atrophie des 2 lobes préfrontaux, qui était due à la privation affective. Et lorsque ces lobes préfrontaux sont atrophiés, une des fonctions, c'est de freiner l'amygdale, qui n'étant plus freinée, c'est le socle neurologique des émotions intenses et des émotions insupportables, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une carence affective précoce qui entraîne une malformation, une dysfonction du système nerveux, ces enfants-là ne peuvent plus planifier et ils éprouvent tout comme des agressions, puisque c'est l'amygdale rhinocéphalique et l'amygdale rhinocéphalique est le socle neurologique des émotions insupportables. Donc dans le raisonnement que je viens de vous proposer, je viens volontairement de mélanger des domaines totalement différents. C'est pour ça qu'on ne peut plus mettre le corps d'un côté et l'âme de l'autre. L'un retentit sur l'autre constamment, et que j'ai dit, un bébé mal enveloppé, privé d'affectivité, altère ses 2 lobes préfrontaux, ce qui augmente la stimulation de son amygdale. Donc désormais, il va éprouver toute information comme une agression. C'est pas une cause, vous voyez, c'est un raisonnement systémique, c'est pas du tout une causalité linéaire. Alors maintenant, je vais me rapprocher un petit peu, je vais passer quelques minutes dans la parole parlée, et qu'est-ce que ça change d'arriver dans la parole écrite? Parce que tous nos enfants, quelle que soit la culture, peuvent apprendre toute langue, la langue maternelle, entre le 20e et le 30e mois. Il n'y a pas sans école, sans professeur, sans livre. On met l'enfant dans un milieu, 10 mois après, il parle la langue du milieu. Mais si on met le même enfant dans une bibliothèque, eh bien, il n'apprendra pas à lire. Là, il faut un professeur. Donc, c'est un apprentissage totalement différent. On peut apprendre la langue au corps à corps, alors que pour apprendre à lire et à écrire, là, il faut un enseignement, il faut quelqu'un qui nous donne les règles et qui nous y entraîne. Alors que la parole, ça vient au corps à corps. Alors voilà, ça c'est un travail que je cite souvent, c'est le travail de Denis Hofer, qui montre, on parlait de ça, Denis Hofer, on parlait de ça, et il a eu l'idée géniale suivante. À l'âge, il prend une population de 77 adolescents âgés de 14 ans, et 34 ans plus tard, il envoie des lettres à ces 70 personnes, il en retrouve 67, il pose les 50 mêmes questions. Sauf que lui, il a gardé les réponses aux questions, alors que les gens, les adultes, ont oublié les réponses qu'ils avaient données 34 ans avant. Alors j'en ai isolé 3. Est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 28% à dire « je m'ennuie beaucoup à l'école ». À l'âge de 48 ans, ils sont 58% à dire « qu'est-ce que je me suis ennuyé à l'école ». Est-ce que vous êtes populaire à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 25% à dire « ben oui, j'ai des copains, j'ai des copines, ça va, l'école c'est bien ». À l'âge de 48 ans, ils sont 53% à dire « qu'est-ce que j'étais populaire à l'école, j'avais plein de copains, les filles étaient folles de moi ». Donc on a déjà le remaniement de la mémoire, et puis le travail avait commencé
À l'époque, on pouvait battre les enfants, alors que maintenant, c'est malheureusement plus possible, et qu'à l'âge de 14 ans, 82% des adolescents disent « Je suis terriblement humilié d'être battu en public », et à l'âge de 48 ans, ils ne sont plus que 30% à dire « Oh, finalement, c'est pas si grave, finalement, une claque ou une fessée, c'est quand même pas si grave que ça ». Ce que disent beaucoup d'enfants aujourd'hui, ou quand les adultes leur disent « Mais enfin, c'est scandaleux, il y a une époque où on pouvait battre les enfants, où maintenant on ne peut plus battre les enfants ». Et beaucoup d'enfants disent « Mais finalement, une claque, un coup de pied dans les fesses, c'est quand même pas si grave que ça ». Alors que nous, adultes, on considère que c'est très grave, et eux, ils disent « Là, on peut en discuter, parce que là, il y a des discussions chaleureuses ». Ça veut dire que la mémoire se remanie constamment, et le récit qu'on fait de soi dépend, tout à l'heure je disais, dépend des personnes à qui on adresse ce récit. Et bien maintenant je dis que le récit qu'on fait de soi dépend beaucoup du moment où on fait ce récit et de la personne à qui on s'adresse. C'est-à-dire qu'on est constamment dans le remaniement de la mémoire de soi. Alors ça, c'est un travail que je cite souvent aussi. Avec Michel Delage à l'université à Toulon, on a l'observation, la manipulation expérimentale suivante. On prend une série de photos d'horreur et une série de photos, de jolies photos. Deux populations. Première population, monsieur, madame, regardez les photos sans dire un mot. Deuxième population, monsieur, madame, regardez les mêmes photos, mais vous allez les commenter et vous allez les expliquer. Un mois après, on revoit la plupart de ces gens. Ceux qui avaient pour consigne de ne pas dire un mot. Vous vous rappelez les images d'horreur? Je me rappelle bien. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Oh ben, il y avait une femme, elle avait les deux yeux crevés, le nez écrasé, la bouche ouverte, elle saignait de tous les côtés, c'était affreux. Et est-ce qu'il y avait des photos belles? Oh, oui, il y avait très peu, mais peut-être je me rappelle une photo avec un coquelicot, c'est tout. Les autres, il y avait surtout des photos d'horreur. Et ça, il y a d'autres expérimentations qui montrent que quand on demande aux gens de raconter leur vie, de l'écrire, parce que parler et écrire, c'est pas du tout la même chose. Les mots écrits ne sont pas la traduction des mots parlés. Parce que les mots parlés, c'est une interaction. Je parle, je m'adresse à quelqu'un que je vois, ses mimiques, ses postures, les froncements de sourcils, je vois comment il réagit. Donc même le locuteur, même l'auditeur, même s'il ne dit pas un mot, est co-auteur de mon discours, puisque j'ai adapté mon discours à ses mimiques d'encouragement, ou de découragement, ou de menace, ou d'ennui. Donc, même s'il n'a pas dit un mot, la simple présence passive, silencieuse d'un auditeur participe à la construction de mon discours. Alors que dans les mots écrits, là, dans les mots écrits, je m'adresse non pas à celle qui modifie mon discours, comme dans les mots parlés, mais dans les mots écrits, je m'adresse à celle qui sera mon lecteur, ma lectrice parfaite. C'est-à-dire que c'est une relation d'intimité. Je suis seul dans mon bureau en train d'écrire un souvenir d'enfance. Si je le raconte, celle qui écoute participe à mon récit. Si je l'écris, celle que j'imagine ne participe pas à mon récit, puisque c'est le lecteur imaginaire, invisible, qui saura me comprendre à la perfection. Donc vous voyez que les mots parlés ne sont pas du tout, les mots écrits ne sont pas du tout la traduction des mots parlés. C'est vraiment la création avec des mots, c'est la recréation d'un autre monde. Et puis on remontre la même photo à des gens qui ont eu pour consigne de parler. Est-ce qu'il y avait des photos d'horreur? Oh, oui, je me rappelle. Peut-être elle s'était coupée, mais c'était rien.
en nettoyant un petit peu avec un ou deux points de suture, c'était rien. Et est-ce qu'il y avait des belles photos? Or, je m'en rappelle, oui, une photo où il y avait un champ de coquelicots rouges, c'était absolument merveilleux. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir parlé et d'avoir commenté ces photos modifie la mémoire que le sujet a de ces photos. Ça explique la psychothérapie, ça explique pourquoi la possibilité de psychothérapie, ça explique pourquoi la plupart des traumatisés éprouvent un besoin, presque une contrainte à écrire. Et on peut se demander pourquoi il y a cette contrainte intérieure à écrire. Là, je suis en train de lire le livre de Lançon, Lambeau, le Lambeau. C'est un gars qui a eu la mâchoire arrachée au cours des attentats de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui l'a obligé de chercher des mots pour passer des mois et des mois à écrire sur un moment tragique de sa vie? Probablement, c'était pour remanier, non pas l'événement, la blessure, la mâchoire cassée, elle est cassée, les morts de Charlie Hebdo, ils sont morts, mais c'était le fait de l'écrire, ne fait pas revenir le passé, mais améliore, soulage la représentation du passé. Donc en écrivant sur ce qui s'était passé au cours de ce moment-là, il remanie la connotation affective de ce qui s'est passé. Le fait de parler, le fait modifie, et le fait d'écrire modifie encore plus. Donc c'est une trahison du réel. C'est pas la vérité, c'est une vérité, c'est la vérité intime, la vérité psychologique, c'est pas la vérité des faits. Et pourtant on est sincère. Et pourtant, il faut parler, il faut écrire, non pas pour modifier le réel, le coup on l'a reçu dans le réel, la blessure on l'a reçue, mais pour modifier la représentation du réel, en faire quelque chose de supportable, de partageable, ou qui va permettre un engagement social. Donc cette manière de parler, et parler avec des mots, parler ou écrire avec des mots écrits, modifie la manière dont on éprouve le passé, mais dépend aussi du contexte affectif et du contexte technologique. Exemple, il y a eu en 1348 à Marseille une peste incroyable qui a tué un Européen sur deux en moins de 2 ans. Et surtout à Toulon, Forcalquier, dans cette région de la Provence, où là ça dépassait les 70-80% des gens sont morts. Et ensuite, le bacille de la peste s'est un peu atténué, plus il montait, moins il était virulent, mais le Sud-Est a très cher payé la peste de 1348. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est un virus, c'est un bacille qui tue une personne sur deux, donc qui modifie le deuil, qui crée absolument toutes les familles étaient endeuillées, donc il n'y avait plus d'hommes pour travailler, et à cette époque-là, au XIVe, XVe siècle, jusqu'au XXe siècle, on faisait du social avec son corps, c'est-à-dire on faisait du social avec ses muscles. On faisait, et non pas aujourd'hui, on fait du social avec ses diplômes, avec l'art de la parole et avec l'art de manipuler les machines. Or, ce n'est pas du tout comme ça qu'on faisait du social jusqu'aux années 1960. Hop. Excusez-moi, je prends une douche en même temps. J'ai pas le temps de... Ça, c'est la vie moderne, il faut aller vite, alors on fait la douche, le petit déjeuner et l'exposé. Or, dès l'instant où un adulte sur deux est mort en 2 ans, quand il a fallu reconstruire une société, avant 1348, les paysans étaient des serfs, méprisés, mal payés. Un Européen sur 2 meurt, les hommes, pour travailler, exigent un salaire décent. Le servage disparaît.
C'est-à-dire qu'un accident bactériologique a provoqué, dans 2 ans, une manière totalement différente de penser la vie en société. Alors vous pensez bien qu'avec ce qui nous arrive actuellement, les machines, les découvertes, les bouleversements sociaux, la mondialisation, tout ça, ça ne peut pas ne pas bouleverser la vie en société et poser des problèmes passionnants, mais pas toujours faciles à résoudre et pas toujours posés de manière agréable. C'est-à-dire qu'on voit que la mémoire, les écritures servaient avant à faire revenir, faire un travail du deuil. Par exemple, on a trouvé à Toulon des textes, des cours d'amour. Les cours d'amour courts, c'est au sens juridique du terme, hein, c'est-à-dire que les femmes, généralement les aristocrates et quelques grandes bourgeoises, se réunissent dans les châteaux, le Mabille, dame d'Hyères, Sigismond, dame de Pierrefeu, la dame de Porquerolles, la dame d'Avignon, se réunissent dans des châteaux pour poser un problème féminin et pour dire en 12 points, comme un jugement de cour d'appel, de cour juridique, de dire en 12 points ce qu'elles attendent. Alors, parmi tous ces jugements, ça a duré pendant plusieurs décennies, et parmi les jugements de cour d'amour, il n'y avait que des femmes. Il y avait, j'en retiens 2, qui faut-il aimer? Faut-il aimer son mari ou son amant? Alors les dames se réunissent, et puis après 2 jours, elles placardent sur les églises et sur les platanes les jugements. C'est idiot d'aimer son mari. Le mari, on l'épouse pour le bien et pour le non. On aime son amant. Alors ça, c'était le jugement des cours d'amour. Et le deuxième jugement, c'est: est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent? Alors les dames se réunissent, et puis après 2 jours, elles disent: ben non, l'intelligence est une vertu secondaire, c'est une vertu de femme. La vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, c'est d'être durable et bien fait de ses membres. Les dames de cour d'amour pensaient aux 5 membres d'un homme. C'est-à-dire qu'elles ne pensaient pas les 4 membres pour travailler et le 5e pour planter des enfants. C'est-à-dire qu'on voit que ces énoncés-là ont modifié, c'est l'amour courtois, et ces énoncés-là ont modifié les manières des hommes et des femmes de vivre ensemble, puisque après les jugements de cour d'amour, eh bien, il y avait une manière, des valeurs, une hiérarchie de valeurs, et c'est la parole et l'écriture qui avaient modifié ces manières de vivre ensemble. Mais dès cet instant, on voit que ce qu'on a écrit modifie le récit intime dont je parlais tout à l'heure et les récits sociaux, qui, rappelez-vous, le plan que j'ai proposé. Or, dans les récits intimes, on trouve dans les jugements du XIVe, XVe siècle, on trouve par exemple un vitrier perd sa femme et il se met à écrire. Et quand quelqu'un lui dit: mais pourquoi vous écrivez alors que c'est un vitrier? Pourquoi vous écrivez? Et il dit: j'écris uniquement pour le plaisir de m'en ressouvenir. C'est-à-dire que le fait d'écrire après la mort de sa femme permettait de penser à elle de manière agréable, c'est-à-dire de faire un travail de deuil. Or, qu'est-ce qui se passe, nous, quand on perd quelqu'un dans notre famille ou parmi nos amis? On parle du défunt, de la défunte, on grave son nom sur une pierre et on parle avec des paroles parlées ou des paroles écrites. On fait vivre encore le mort parce qu'on a besoin de le faire vivre dans les mots, alors qu'avant il ne vivait que dans la réalité. Donc la fonction des récits, c'est de prolonger la vie. La fonction des récits parlés, c'est de prolonger la vie. Et la fonction des mots écrits, c'est de prolonger encore plus la vie, puisque on voit qu'actuellement, ce que nos récits font vivre, c'est des problèmes qui se sont passés il y a des siècles, il y a des dizaines d'années, des siècles ou parfois des millénaires. Alors là, on fait vivre des récits fantastiques, des récits merveilleux,
l'Iliade, l'Odyssée, Scheherazade. On fait vivre des récits merveilleux qu'on interprète avec nos valeurs d'aujourd'hui, mais ça fait rien. C'est des récits merveilleux. Et puis aussi, on peut faire le travail, mais aussi on peut faire vivre des règlements de compte qui n'ont pas été faits. Et je redirai tout à l'heure que ce qu'on constate actuellement, c'est que la plupart des guerres sont aujourd'hui des guerres de croyance. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que cette nécessité d'écrire, c'est donc pour remanier la représentation de la réalité. Hein. Vous vous rappelez les photos de la dame coupée. Or, une autre fonction d'écrire, c'est de surmonter le manque. Après chaque guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de contrainte à écrire. Contrainte. Et la guerre est une machine à écrire. Pendant la guerre, il est impensable de dire « je ». Ça serait blasphématoire. Il n'y a pas d'autobiographie pendant les périodes de guerre. Il n'y a d'autobiographie que pendant les périodes de paix. Et il n'y a pas d'autobiographie pendant les périodes de guerre, parce qu'en guerre, ce qui compte, c'est le groupe. Et s'occuper de soi quand le groupe est en danger, c'est très mal vu. Et en période de guerre, au contraire, tous les récits portent sur les généraux, les héros, les batailles gagnées, surtout les batailles perdues. C'est fou ce qu'on peut héroïser, les batailles perdues. Parce que si on perd une bataille, on est humilié, on est malheureux. Alors à ce moment-là, on invente un récit, on héroïse quelqu'un, ce qui nous permet d'avoir dans la représentation un soldat courageux, un général qui nous a sauvés. Et après la guerre de Dien Bien Phu, perdue par l'armée française, perdue même sévèrement par l'armée française, eh bien il y a une infirmière qui a été héroïsée. Et je me rappelle, les Américains, quand ils ont été en Irak et qu'ils ont commencé à avoir des morts américains, ils ont héroïsé une femme soldate parce que ça permet de réparer l'humiliation qu'ils avaient subie. Et en montrant cette infirmière glorieuse, je me rappelle, il y avait des affiches partout, il y avait des articles sur elle, elle soignait tout le monde, elle soignait les Français, elle soignait les Vietnamiens, de même que quand les Américains sont partis en Irak, la soldate héroïsée, c'était une blonde, et on racontait son courage, on racontait. Donc ça veut dire que ça permettait d'oublier l'humiliation d'avoir perdu la guerre, et au contraire, ça permettait de valoriser quelqu'un qui nous représente. Quand les Américains, la bataille de Little Big Horn, c'est le général Custer, le cinéma, c'est la charge héroïque. Je crois qu'il y a eu 300 films sur la charge héroïque. Or, on fait une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé à cette bataille. C'est que le général Custer, John Wayne, qui joue le rôle du général Custer, héroïsé, 300 films, les Américains pleuraient, nous aussi on a été émus par le courage de ce général qui combat, tous ces hommes tombent les uns après les autres, il prend son épée, elle est cassée, il continue à se battre avec un tronçon d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que ce général a donné des ordres tellement incohérents, il disait de monter à cheval, de descendre, de partir, d'aller à droite, d'aller à gauche, et les soldats ne savaient pas quoi faire. Ils avaient des mitrailleuses, des fusils à longue portée. Ils ont été massacrés par des Indiens avec des flèches. Ils ont été massacrés à cause de l'incompétence du général Custer, qui est devenu un héros de la charge héroïque. Et donc on voit que héroïser, c'est presque plus souvent, c'est glorifier le vaincu pour réparer l'estime de soi brisée, alors que glorifier le vainqueur, c'est souvent une mise en scène aussi pour réparer. Le maréchal Pétain, quand il a été élu par la Chambre, il n'a pas fait de coup d'État, il a été élu par la Chambre qui représentait les votants, ceux qui avaient voté, le peuple, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, c'était quand il a été adoré. Il a été adoré pourquoi? Parce que après la guerre de 14, c'était le sauveur de 14-18.
Après l'humiliation de la défaite de 40, le fait de l'héroïser, on faisait des récits merveilleux, les taxis de la Marne, le courage, on faisait des récits qui étaient des glorifications qui voulaient dire qu'en pleine défaite militaire, on glorifiait un homme et on glorifiait, comme le général Custer, dans la même démarche, Roland de Rossevaux, qui a été glorifié, et il a perdu, il est mort, il a perdu une bataille, il a fait une faute militaire, il s'est engagé dans la vallée alors que les adversaires occupaient le sommet des montagnes. Et bien même raisonnement tout le temps, ça veut dire que ces récits qui héroïsent des hommes plus que des femmes ont pour fonction de masquer et de réparer l'humiliation et de masquer la défaite. Alors, ce que je dis, c'est qu'on voit que le plus grand nombre d'écrivains, c'est les orphelins. Et il y a dans Hénal, H-A-Y-N-A-L, Hénal et Resnick, ils ont fait une enquête sur les écrivains et les orphelins. Le nombre est incroyablement élevé, plusieurs pages de noms d'écrivains, et on voit aujourd'hui la même chose dans les gens de cinéma. Il y a donc probablement parce que ces personnes, ces hommes, ces femmes, ont un manque, étant orphelins, ont un manque, et comme ils comblent ce manque par la représentation imaginaire de ma famille, que je n'ai jamais connue, mais qui était sûrement merveilleuse. Et alors là, ils inventent leurs propres origines, ils inventent une famille, ils inventent quelque chose qu'ils n'ont pas connu pour combler un sentiment de manque. Et là, voilà celui qui théorise, et non pas terrorise. Le mieux, ce que je viens de vous proposer, c'est Georges Perec. Et Georges Perec manque de famille, il ne perd pas sa famille. Son père s'engage dans la Légion étrangère, dans l'armée française, il disparaît. Sa mère l'accompagne à la gare de Lyon pour l'envoyer dans un hall d'enfants, elle disparaît. Ses tantes, ses sœurs, sa cousine, ils disparaissent. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de meurtre, ils étaient là et ils ne sont plus là. Ils ont disparu. Et l'enfant devient hébété, parce qu'il est plus stimulé par la relation. Et à l'âge de 8 ou 9 ans, il comprend que ses parents disparus ne reviendront jamais. Donc là, il dit, dans ce cas-là, il faut que j'écrive leur autobiographie de façon à ce que le livre que je vais écrire sur eux leur offre une sépulture. Et à ce moment-là, il a un sens, l'école prend un sens pour lui, et il devient bon élève alors qu'il était minable, et il devient bon élève, et il devient ensuite un écrivain très fertile, très inventif, avec des jeux de mots, avec des contraintes littéraires, et l'Oulipo, où on se donne des contraintes pour avoir un procédé d'écriture. Et il a un prix, je crois que c'est le prix Renaudot, pour un livre curieux qui s'appelle La disparition, où j'ai mis très longtemps à comprendre que ce qui avait disparu dans ce livre, c'est la voyelle E, qui désignait eux, mes parents disparus. C'est-à-dire que par une sorte de jeu de mots croisés, il désigne, il joue avec les mots et il invente des mots pour parler de ses parents. Là j'ai pris cette image pour parler de clivage. Il y en a un qui parle librement en souriant et l'autre qui est dans la brume. Parce que dans les années d'après-guerre, la France, la culture française, pratiquait le déni. Parce que pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée française n'avait pas été glorieuse et le gouvernement français n'avait pas été glorieux non plus, puisqu'il avait collaboré avec le nazisme. Et que dans les années d'après-guerre, ça peut se comprendre
dans les années d'après-guerre, il fallait reconstruire la France, il fallait rebâtir, donc il fallait... Allez, on arrête de parler de ces choses-là, on parle d'avenir. Ce qui peut très bien se comprendre, mais ce qui fait taire les blessés, qui ne peuvent pas raconter ce qui s'est passé, qui ne peuvent même pas témoigner de ce qui s'est passé, parce que le récit collectif les fait taire. Et à ce moment-là, Georges Perec a une partie de lui qui parle, qui rit, qui travaille, et une autre partie qui souffre d'angoisse en secret, parce qu'il ne peut pas métaboliser ses angoisses. Alors, dans quelques minutes, pour le récit collectif, pendant très longtemps, on pensait que les enfants nés hors mariage n'avaient pas de valeur. On disait, puisqu'ils sont nés hors mariage, les garçons, on va en faire des garçons de ferme, et les filles, on va en faire des bonnes à tout faire. Il n'est pas question, c'est même pas la peine de leur apprendre un métier, puisqu'ils sont nés hors mariage, ils ont moins de valeur, moins de capacité intellectuelle que les autres. C'est un discours qui existe encore aux États-Unis, pas pour les orphelins, mais pour les Noirs. Aujourd'hui encore, pour les Noirs, on dit c'est pas la peine de leur donner des bourses, parce que regardez, ils ont de moins bons résultats scolaires que les autres. Ce qui est vrai. Mais c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils ont de moins bons résultats scolaires. C'est parce qu'ils ont des conditions sociales tellement difficiles que forcément, ils sont moins disponibles pour travailler, donc leurs résultats scolaires sont moins bons. S'ils pouvaient avoir de meilleures conditions de travail, leurs résultats scolaires s'amélioreraient. Mais un constat, les Noirs ont de moins bons résultats scolaires que les Blancs, donc c'est pas la peine de leur donner des bourses, ça sert à rien, c'est génétique, ils sont mauvais à l'école génétiquement. Donc on voit comment ces discours collectifs peuvent être utilisés de manière raciste pour humilier des gens, pour les priver d'accès à la société, en utilisant un fait, ils sont noirs, ils ont mauvais résultats scolaires, pour légitimer qu'on leur donne moins d'argent, pour légitimer une décision économique. Or, sont arrivés des gens comme Victor Hugo, qui, avec des mots écrits, Gavroche, Notre-Dame, avec des mots, et d'autres ont complètement métamorphosé la représentation des orphelins. Cosette, vous croyez qu'elle n'a aucun intérêt, qu'elle est mauvaise? Eh bien, détrompez-vous, elle a un monde intime très riche. Gavroche, vous croyez que c'est un petit voyou? Eh bien, oui, c'est un petit voyou, mais il est courageux. Et Oliver Twist, vous croyez que c'est un petit délinquant? Oui, il est délinquant. Mais si on lui fournissait une famille ou un substitut, il ne serait plus délinquant, comme à la fin du livre d'Oliver Twist. Donc on voit que ces récits d'artistes modifient les représentations culturelles, donc les décisions politiques qu'on prend pour ces enfants. Les décisions politiques, donc éducatives, qu'on prend pour ces enfants. Donc dans l'écriture n'est pas du tout opposée, c'est un monde de mots, mais c'est pas la même fonction, c'est pas la même manière d'éprouver. Le lecteur éprouve un monde écrit, il est plongé dans l'intimité avec l'auteur, il y a une relation d'intimité dans l'écriture, alors qu'il y a une relation d'interactivité dans la parole parlée. Donc c'est pas du tout la même chose. Et ces fictions, alors là j'ai pris l'image d'une fiction, mais ces fictions ne sont pas du tout des fictions. C'est-à-dire que rien n'est plus vrai que la fiction. Parce que dans la fiction, l'auteur prend des choses vraies, des morceaux de vérité, des brins de vérité, qu'il agence pour en faire une représentation qu'il appelle fiction. Mais c'est pas une fiction, c'est un agencement différent. Ça a toujours été comme ça. Léonard de Vinci n'invente rien. Il prend des choses vraies qu'il agence pour en faire une représentation. Soit un dessin, soit une anatomie. Il découpe le cadavre, il voit comment sont disposés les muscles, il remet la peau, il va devant un tableau, il dessine ce qu'il a compris.
Ici, il y a des pommettes parce que là, il y a moins de muscles. Dans les bras, il y a des dessins d'anatomie qui ressemblent à Monsieur Muscle, et parce qu'il a été voir dans le réel et ce qu'il représente dans un dessin. La plupart de ces objets mécaniques, il se dit ingénieur, mais en fait, c'est à partir de vols d'oiseaux qu'il invente ces machines volantes, en imitant, en s'inspirant de vols d'oiseaux. C'est en voyant comment on lance des objets qu'il invente ses arbalètes, qu'il invente les fortifications. C'est-à-dire qu'entre l'hypothèse scientifique et l'hypothèse littéraire, je pense qu'il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, celle qui fait l'hypothèse d'un travail scientifique ou littéraire fait en fait un travail poétique. Et si c'était comme ça? Ensuite, il faut une méthode un peu différente. Alors, le littéraire va chercher des citations, va chercher des situations. Le scientifique met au point des méthodes pour manipuler des morceaux de réalité. Donc, les méthodes sont différentes, mais en fait, il y a une très grande proximité entre la science et la littérature. Et ça explique peut-être pourquoi il y a tellement de cette contrainte à écrire pour les traumatiser. Parce que j'aurais du mal, Primo Levi disait, j'aurais du mal, j'écris ce que je ne peux pas dire. Parce que si je vous vois en face de moi, si je vous raconte ce qui m'est arrivé, je vais être gêné, je vais avoir honte, j'aurai des émotions que je ne pourrai pas contrôler, donc je vais me pleurer, crier, m'agresser, vous agresser, et notre relation sera ratée. Alors que si j'écris ce qui m'est arrivé, je vais être tranquille dans mon bureau, je vais penser à vous, je vais chercher les mots, je vais les agencer pour que ce soit agréable à lire et que vous puissiez facilement comprendre. Donc j'aurai une relation intime avec vous parce que je vous écris, alors que je n'ai pas de relation intime avec vous parce que je vous parle. Et je vais terminer, j'ai quelques minutes encore, hein, monsieur le Président. Donc on a le temps avant vos questions. Donc j'ai travaillé il y a 2 hivers en Asie, au Japon et en Chine. Et au Japon, et en Chine, ils ont 2 systèmes de signes. Ils ont le système de signes idéographiques, proche des images, et le même système que de nous, de signes très abstraits, plus proche de l'abstraction totale. Ce qui fait que quand ils ont un accident vasculaire gauche, comme je le disais tout à l'heure dès le début de mon entretien, quand ils ont un accident vasculaire gauche, ils deviennent aphasiques, ils perdent les mots dans notre système de signes. Mais ils continuent à lire et à écrire dans leur système de signes, puisque ces informations proches des images sont traitées par une autre zone du cerveau, plus proche des images. Ils deviennent donc aphasiques dans le système de signes arabe occidental, et ils ne sont pas aphasiques, ni alexiques, ni agraphiques, dans le système de signes asiatique. Donc ça veut dire que notre cerveau est façonné, sculpté par notre langage, et que la manière de parler sculpte toute une partie de notre cerveau. Et on voit maintenant qu'on fait des neuroimageries, on voit qu'effectivement, les gens qui parlent et qui écrivent augmentent certaines zones cérébrales. Alors, le fait d'écrire modifie l'émotion, et cette émotion sculpte le cerveau. Le fait d'écrire provoque des émotions. J'ai un ami qui perd sa femme il y a quelques années. Et un jour, ils étaient jeunes tous les deux, sa femme meurt soudainement. Et il est très touché, et un jour, peu de jours après, il me téléphone, et il me dit « j'y arrive pas. » Je lui dis « mais explique-moi, tu n'y arrives pas à quoi ?» Il me dit « voilà, elle est partie, j'ai plein de papiers à remplir, et il y a des cases, célibataire, divorcé, veuf, et je dois mettre une croix dans la case qui correspond. Je n'arrive pas à mettre la croix dans la case veuf. »
Je ne peux pas. Parce que mettre une croix aurait déclenché une émotion qu'il acceptait, sa femme était définitivement morte. Alors que, pour lui, elle n'était morte que dans le réel. Elle n'était pas morte dans sa mémoire, elle n'était pas morte dans sa affection. Il continuait à aimer une femme qui n'était plus dans le réel, elle était morte, il le savait, mais qui était là encore et qui était là encore. Et mettre une croix dans la case veuve, ça aurait été reconnaître sa mort totale. Or, elle n'était pas totalement morte. Alors, on voit comment écrire, c'est déclencher des émotions. Et chez moi, l'écrivain, chez vous, le lecteur, et inversement, quand je lis le livre de Philippe Lançon, j'éprouve des émotions qui sont certainement à coup sûr différentes des émotions que lui a ressenties quand il a été massacré et s'est retrouvé sous un tas de cadavres. Et comme je le disais tout à l'heure pour les photos de la mémoire, il écrit qu'il n'a pas compris tout de suite à quel point il était blessé. Il a eu tout un morceau de mâchoire arraché, comme les gueules cassées de 14-18, et il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Et ensuite, on vient le chercher, quand la fusillade est terminée, on vient le chercher, on le sort, et il était coincé entre deux cadavres d'amis. Et il écrit « Je n'en ai aucun souvenir ». Comment c'est possible ça? Parce que probablement, il a gardé en mémoire certains faits précis, et par exemple, il dit à une de ses amies journalistes, qui elle est intacte, n'a pas été blessée physiquement, mais psychiquement. Il paraît que l'horreur du massacre était telle qu'elle a pris sa part d'horreur, mais physiquement, elle n'avait rien. Et il lui dit, dans sa mémoire, je lui ai dit, prends mon portable qui est là-bas et téléphone à ma mère. Et il écrit, et il montre ce qu'il a écrit, et ses amis lui disent, mais tu ne pouvais pas parler, il te manquait un énorme morceau de mâchoire, tu ne pouvais pas parler. Lui, dans sa mémoire, il y soutient qu'il lui a parlé, ce qui, physiquement, anatomiquement, était impossible. Mais dans sa mémoire, c'est possible, parce que là, il avait envie, il avait un langage intérieur qui lui permettait de penser qu'il allait parler. Je vais lui dire téléphone à ma mère. Probablement, il lui a dit avec des gestes. Elle a compris. Dans le réel, il ne pouvait pas parler. Et il a fallu que les médecins et ses amis survivants lui disent « Mais non, tu ne pouvais plus parler. Il te manquait un morceau de mâchoire et de langue. Tu ne pouvais plus parler. » Dans sa mémoire, il parlait. S'il y a des juges dans la salle, là, ils vont passer une mauvaise après-midi, parce que pour ce qui est du témoignage, ça remet sacrément en cause le témoignage. Alors, je vais terminer. Voilà comment... Alors, je parle des récits parlés, des récits écrits, mais voilà ici un récit d'image. Le capitaine de la Méduse, le bateau va couler. Le capitaine et l'équipage sautent dans un canot et ils se sauvent. Et les passagers font des radeaux comme ils peuvent, la plupart meurent en mer, et ça provoque un scandale incroyable. Les gens viennent voir ce tableau, en parlent, et ça modifie la culture, puisqu'à partir de Jéricho, à partir du radeau de la Méduse, il y a une règle dans la marine qui fait que le capitaine quitte le dernier le bateau. Et que maintenant, ça se fait, et maintenant, quand il y a une avarie, normalement, le capitaine ne quitte le bateau en dernier. Voilà, ça je vais passer. Alors, je termine là-dessus. Comment la technologie modifie la manière de parler, la manière d'écrire et nos relations sociales. C'était la première phrase de notre rencontre. Vous avez ici les calculis. C'est-à-dire que quand j'étais en Irak et en Syrie, avant l'effondrement, il y avait des calculis partout par terre. Donc c'était émouvant parce que ces calculis, c'est des morceaux d'argile et ils sont avec un poinçon un bambou coupé,
ou un morceau de bois tranché, aiguisé, on écrit des signes convenus, on fait sécher le calculi au soleil, on échange les calculis et on a un contrat commercial. C'est-à-dire que le fait d'écrire donne une sensation de réalité bien supérieure au fait de parler. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Puisqu'on peut échanger des calculis, on a la preuve que j'ai échangé 2 chèvres contre un chameau. C'est écrit, on a les calculis, on a la signature, on a la preuve matérielle que des paroles écrites agissent sur la matière. Et ensuite, quand l'imprimerie a été découverte, et ça a complètement modifié la manière de vivre ensemble. J'habite à Toulon, et on a retrouvé des textes de marins avant la découverte de l'imprimerie. Les capitaines se permettaient, étaient seuls maîtres à bord après Dieu. Et ils se permettaient n'importe quel sadisme. Pour une raison bien simple, c'est qu'on ne pouvait pas les balancer par-dessus bord, parce que si on jetait le capitaine à l'eau, l'équipage entier mourrait. Et puis quand l'imprimerie est apparue, très rapidement, un homme d'équipage a découvert comment il fallait faire le point. Désormais, on pouvait jeter le capitaine par-dessus bord, il y aurait toujours un homme d'équipage qui saurait faire le point et mener le bateau à bon port. C'est-à-dire que le partage du savoir devenait un pas vers la démocratie et modifier les relations sociales. Désormais, le capitaine ne pouvait plus tout se permettre avec les hommes d'équipage. Et puis là, la révolution qu'on est en train de vivre, c'est que c'est une révolution merveilleuse. On est capable de faire vivre des informations totalement impossibles à percevoir. On peut voir ce qui se passe en Chine, à l'autre extrémité de la planète, pratiquement en temps réel. Donc c'est une découverte stupéfiante, merveilleuse. Mais voilà aussi un effet maléfique de l'imprimerie, ça a été que c'était le premier pas vers la démocratie, mais ça a été aussi le Malleus Maleficarum, le premier best-seller. C'est-à-dire comment on pouvait torturer au nom du catholicisme pour obtenir des conversions sincères. Et j'ai vu des instruments de torture. Il y a le musée de l'Inquisition en Colombie à Cartagena. J'ai vu les instruments de torture. Je vous assure que je me serais converti très rapidement. Parce que c'est un génie de l'invention stupéfiant. Et puis, donc, nous, on a la même chose, c'est-à-dire que c'est des récits qui peuvent être des merveilles. Ces récits aussi peuvent être des horreurs. Lorsque le récit est totalitaire, il n'y a qu'une seule manière de parler, il n'y a qu'une seule manière d'écrire, il n'y a qu'une seule manière de croire, celle du chef. Et là, on a le langage totalitaire, et on constate qu'actuellement, pratiquement toutes les guerres actuelles sont des guerres de croyance, c'est-à-dire des guerres fondées sur des récits. Récits parlés ou surtout récits écrits. Or, quand on sait à quel point ces récits sont pas mentis, mais ils sont inventés, parce qu'ils dépendent de chaque culture, ils dépendent de chaque nation. Quand on va en Allemagne, ils parlent énormément du bombardement de Dresde. Qui en France parle du bombardement de Dresde? Qui sait même ce qu'est le bombardement de Dresde? Presque personne. C'est alors que les Allemands en parlent beaucoup. Donc l'histoire, avec les archives, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai comme sont vraies les fictions. On prend des morceaux de réalité qu'on agence pour en faire un récit, mais un récit historique n'est pas plus vrai qu'un autre récit historique. Ils ont tous leur part de vérité, mais c'est une vérité partielle, c'est un brin de vérité. Alors voilà, l'idée que je vous ai proposée pendant plus d'une heure, c'est celle-là, c'est que de distinguer le monde des perceptions du monde des représentations. Je me suis photographié ici et je me perçois à peu près comme vous me percevez. Mais j'ai réussi aussi
à photographier la représentation que je me fais de moi, l'idée que je me fais de moi. J'ai réussi à photographier l'image que je me fais de moi, et la voilà. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez été compris. Question géniale. Génial. Pas de question géniale. Si, lui, une question. Bonjour. Oh, c'est génial. Du coup, j'en reviens à la question du départ. Peut-on vivre sans livre? Je disais, du coup, je reviens à la question de départ, qui est donc le thème annoncé de la conférence, même si j'ai fait le lien, mais peut-on vivre sans livre? Autant vivre sans livre. Alors, merci de poser cette question. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est une tragédie culturelle qui est en train de se préparer. Quels que soient les pays, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager, quels que soient les pays, la société se clive aujourd'hui en deux, ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Le top des jeunes qui lisent est merveilleux. Ils parlent plusieurs langues, ils courent, ils apprennent des métiers passionnants, ils sont sympas, ils savent que 1000 mondes mentaux existent, qu'ils sont capables d'aimer découvrir une autre culture, une autre religion, une autre manière de penser. Ces jeunes sont admirables. J'étais il n'y a pas longtemps avec les jeunes de Sophia Antipolis, que Madame Monas m'avait invité. Ces jeunes étaient beaux, gentils, posaient des questions astucieuses de manière souriante, admirables. Mais ça, dans tous les pays, il y a un top qui est ceux qui lisent sont admirables. Et les autres, ceux qui ne lisent pas, vivent dans un monde pauvre, un monde contextuel, qui ignore qu'il y a d'autres cultures, d'autres religions, d'autres manières de penser, et qui pensent même que si on ne pense pas comme eux, on mérite la mort. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que ces jeunes qui ne lisent pas croient sincèrement qu'il n'y a qu'une seule manière de penser, la leur, et on se trouve dans le langage totalitaire. Alors que les jeunes qui lisent savent qu'il y a 1000 manières de penser, c'est tout intéressant. Il y a tout sa part de vérité, sa part d'erreur aussi, tout ça, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs manières de penser. On fait son chemin. Ceux-là sont des explorateurs et qui, pour l'instant, possèdent le monde, et ils sont, je les admire beaucoup. Et on trouve ça dans tous les pays. J'ai passé une semaine en Algérie. J'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, le top algérien m'a enchanté par sa culture, sa gentillesse, sa francophilie, par son goût du monde, l'ouverture d'esprit. J'ai été enchanté par le top algérien, même raisonnement pour la Colombie, même le Brésil, même raisonnement. Ceux qui ne lisent pas sont prisonniers de l'immédiat, prisonniers du contexte, et ils votent pour donner le pouvoir à un dictateur. Et on voit qu'actuellement, il y a un nombre anormalement élevé de pays qui ont voté démocratiquement pour donner le pouvoir à un dictateur qui interdit de penser autrement qu'eux. Donc voilà un monde sans livre, voilà ce que ça donne. Merci pour votre question. Elle était géniale. C'est pour le langage des SMS et des réseaux sociaux. Maintenant, on résume énormément la pensée. Pour le langage des réseaux sociaux, je trouve
qu'on résume énormément la pensée avec les SMS, dans les Facebook, Instagram, etc. Est-ce que ça ne raccourcit pas justement la pensée? Le langage avec des signes, d'ailleurs, beaucoup de signes. Alors, oui, merci, vous avez raison. Le langage structure la pensée. C'est un outil de pensée, ça donne forme à notre pensée. Mais il y a plusieurs manières de penser. Il y a la pensée, la rationalisation, c'est-à-dire on donne des raisons pour donner une forme verbale à un sentiment dont on ne connaît pas l'origine. Alors c'est, par exemple, on voit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de discussions, de discours commencent par « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est-à-dire qu'ensuite on cherche des arguments pour dire pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Donc on trouve des raisons verbales, une apparence logique pour donner une forme verbale à un sentiment dont on ignore l'origine. Je ne sais pas pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Et c'est très différent de la pensée abstraite. Et dans la pensée abstraite, les matheux, les philosophes, qui eux sont attirés par la pensée abstraite. Alors que j'étais médecin, psychologue, nous c'est plutôt la pensée du maquignon. C'est-à-dire le maquignon, c'est celui qui pense avec son nez, hein, alors que le matheux ou le philosophe, il pense avec sa tronche, avec son cerveau. Et je pense que ce n'est pas du tout la même manière de penser. C'est-à-dire que moi, quand j'étais neurologue, je me demandais, monsieur, madame, mettez vos mains comme ça. Hop, tiens, la main droite paraît plus lourde. Tout à l'heure, il a raté un mot ou deux. Donc, il a peut-être une lésion temporale postérieure gauche. Raisonnement de maquignon, tiens, ce cheval, il boite. Les autres ne voient pas que le cheval boite, mais moi, à force de vivre tous les jours avec ce cheval, je vois qu'aujourd'hui, ce cheval boite. Donc le mode de connaissance n'est pas du tout le même. Et les deux modes de connaissance sont passionnants, mais ce n'est pas du tout le même. Et dans les deux cas, on peut alimenter la pensée, c'est-à-dire une représentation du réel, grâce aux mots. C'est nos mots qui donnent forme, soit à une pensée abstraite, mathématique ou philosophique, soit à une pensée maquignon, comme moi, ou comme le cheval qui boite. Mais ces deux formes, ou le paysan, la pensée du paysan, oh là, il va pleuvoir, oh là, ça part mal, la plante va sécher. Ce n'est pas une pensée abstraite, c'est une pensée sensorielle, alimentée par la perception de la plante qui devient un peu inquiétante, ou de la terre qui devient un peu trop sèche. Donc je pense que c'est deux modes de pensée très différents, mais qui participent à la constitution humaine. C'est pour ça que j'ai terminé mon exposé sur perception et représentation. À travers vos écrits, vous avez beaucoup parlé de la figure du héros, qui était importante pour grandir ou évoluer, se reconstruire éventuellement. Est-ce que vous avez constaté une évolution de la figure du héros entre de l'Antiquité ou aujourd'hui? Est-ce que l'Odyssée équivaut au héros Marvel aujourd'hui, Superman, etc.? Oui, merci, parce qu'effectivement, quand les héros, par exemple, il y a moins de femmes héroïsées que d'hommes héroïsés. Beaucoup de femmes disent c'est une injustice. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que quand un homme est héroïsé, c'est qu'on le mène au sacrifice. Donc, c'est toujours l'héroïsation d'un homme. Les femmes étaient entravées, mais elles n'étaient pas héroïsées. Les hommes étaient héroïsés, donc travaillent 15 heures par jour, 6 jours par semaine à la mine, ou descendre dans les tranchées, et si tu as une gueule cassée ou si tu souffres, un homme, un vrai, ne se plaint pas. C'est ce qu'on disait pendant des millénaires. Hein. On apprenait aux petits garçons à souffrir sans se plaindre. Donc ça veut dire que cette héroïsation des garçons était une manière de les tenir et de les mener au sacrifice. Mais quel sacrifice? Par exemple, les nazis, c'est ceux qui ont employé le plus,
puisque maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut savoir segmenter les mots et voir comment les mots nous viennent en tête pour penser. Là, je réponds à votre question. Eh bien, les nazis avaient deux mots-clés, héros, peuple. C'était les deux mots-clés qui caractérisaient le discours nazi. On voit réapparaître ces deux mots récents. Le mot peuple est utilisé par tous les dictateurs. C'est au nom du peuple, je me sacrifie pour le peuple. Votez pour moi parce que je vais me sacrifier pour vous. Puis une fois que le dictateur est élu, il sacrifie son peuple. Hein. Mais ça, c'est le mot peuple, c'est le mot caractéristique du candidat dictateur. Alors, quels sont les héros? En temps de paix, quels sont nos héros? Zidane, Che Guevara, Lacalas, ce sont des héros de temps de paix. Zidane, pourquoi? Parce que Zidane est capable de tirer des boulets de canon, enfin était capable, il doit être bon encore aujourd'hui, hein, était capable de tirer des boulets de canon, c'est les mots qu'on employait depuis le milieu du terrain. Les mots de la guerre étaient employés pour décrire un match de football. Je préfère qu'il y ait le football. Mais c'était les mots de la guerre. Quels sont les héros? Les Jeux Olympiques, victoire historique. 3 semaines après, tout le monde a oublié quel était le héros qui a remporté le 1500 mètres ou le marathon. Tout le monde a oublié. Mais c'est un héros qui a une gloire de 2 mois, et encore 2 mois. Victoire, je vois dans les matchs de football, je vois les comptes rendus, victoire historique du Paris Saint-Germain. La semaine d'après, on a oublié que le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique de Marseille. On a complètement oublié. Donc on voit que les héros de temps de paix sont des héros du quotidien qui sont surpayés, qu'on admire, parce qu'ils nous sauvent, ils ont une fonction d'événement. Les héros de temps de guerre, on les admire, ils ont, comme je le proposais tout à l'heure, ils ont une fonction de lutte contre une humiliation. Notre peuple est humilié, il faut vite qu'on héroïse quelqu'un, donc on va choisir un héros, on va chanter ses louanges de façon à réparer notre dignité de peuple humilié. Donc pour votre question permet de dire que le récit que raconte le héros caractérise la défaillance de la société. La société choisit un héros qui raconte son point faible. Quels sont les héros scientifiques aujourd'hui? Demandez aux jeunes. Nous, on avait Marie Curie. Demandez aux jeunes. Je suis certain qu'ils connaissent mieux la biographie de Zidane que la biographie de Marie Curie. Parce que Marie Curie avait une fonction. Quand elle a inventé la radiothérapie, elle avait une fonction de héros dans une société où il y avait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Elle avait une fonction, comme le docteur Schweizer. Ils avaient une fonction de thérapie, sauver des gens. Ils ont sauvé des gens tous les deux. Qui connaît aujourd'hui la biographie? Alors il y a des films, mais c'est pour des raisons féministes, là. Ce qui d'ailleurs correspond un peu à ce que je proposais, c'est-à-dire que les femmes ont besoin de héros féminins pour réparer l'entrave de plusieurs millénaires. Alors elles héroïsent Marie Curie, Simone Veil, des grandes femmes, elles les héroïsent pour réparer les millénaires d'oppression. Mais c'est la fonction du héros. C'est signe, c'est mauvais signe, ça veut dire que pendant des millénaires, elles ont été entravées. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre exposé. J'aurais une question à vous poser. Je suis souvent en contact avec d'enfants qui sont en 6e, en 3e, et je remarque depuis peu que quand il y a une défaillance dans l'écriture, il y a aussi une défaillance dans la lecture et la compréhension. Est-ce que lire et écrire vont de pair? Vous n'avez pas une autre question, hein?
Je sais que vous voulez des superbes questions, mais c'est la seule qui me donne à l'esprit. Alors, je pense que là, il y a plein de... Je vais mal répondre, parce qu'il y a des réponses à la fois neurologiques et didactiques et affectives. Et que il y a une convergence de plusieurs déterminants hétérogènes, de nature différente. Il y a des difficultés de lecture qui existent dans une langue, la dyslexie, et qui n'existent pas dans une autre langue. Il y a, je pense à plein de cas où les enfants étaient dyslexiques. C'est en Angleterre qu'il y a le plus de dyslexie. Parce qu'une sonorité peut désigner 4 ou 5 voyelles différentes. Alors que dans les langues avec des onomatopées, il n'y a pratiquement pas de dyslexie. Alors, il y a des gens qui prétendent que la dyslexie est provoquée par une difficulté de traitement de l'information temporo-occipitale. C'est possible, mais c'est possible qu'il y ait un retard de développement de ces circuitages de ces neurones, mais ces neurones doivent rencontrer une culture, puisqu'il y a très peu, je pense à un enfant qui était très dyslexique dans la langue française. Son père est un haut fonctionnaire qui est envoyé en Turquie. L'enfant apprend la langue turque en quelques mois et n'est pas dyslexique en turc, alors qu'il est une langue d'onomatopée, alors qu'il est dyslexique en français. Donc je pense qu'il y a différentes natures entre la dyslexie et la neurologie et la culture. Alors maintenant, pour ce qui est de l'écriture, quand j'étais enfant, on attachait beaucoup d'importance à l'entraînement à la dictée. Et il y avait même des prolos qui font peu usage de l'écriture, faisaient très peu de fautes. Parce que l'école entraînait comme un sportif des dictées, et ils faisaient très peu de fautes. Alors que maintenant, on voit des gens qui ont fait les grandes écoles et qui se servent des machines constamment. Ils ont perdu cet entraînement à l'écriture et on voit des rapports de gens de haut niveau bourrés de fautes d'orthographe. Donc je pense que c'est, pour essayer de répondre à votre question, et je pense que c'est une convergence de facteurs hétérogènes qui font qu'on est bon en lecture ou bon en écriture. Mais ça n'empêche pas le facteur culturel. Par exemple, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au baccalauréat. Les autres, à 13 ans, ils allaient à l'usine. Ou ils allaient à la mine pour les garçons, à l'usine, au champ ou à la maison pour les filles. L'école, c'était lire, écrire, compter. On faisait du social avec son corps. Les garçons avec leurs biceps, les filles avec leur ventre. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elles mettent au monde le plus d'enfants possible. Il y avait des tas de rituels culturels qui visaient à un petit peu rendre honteuse une fille qui n'avait pas mis d'enfant à 24 ans. Toutes mes copines d'enfance à 20 ans avaient déjà 2 enfants. On faisait du social avec son corps. Le diplôme n'avait pas d'importance. Ce que je viens de dire était vrai il y a 2 générations. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on fait du social avec ses diplômes, avec son art de la parole et son art d'écrire avec des machines, ce qui n'est pas écrire avec la main, c'est pas pareil, c'est pas la même zone cérébrale, c'est pas la même manière de penser non plus, écrire avec des machines ou écrire avec la main. Donc je pense qu'il y a aussi un énorme facteur culturel entre ces différentes fonctions. Au XIXe siècle, très peu de gens savaient lire. C'était chez les bourgeois, le soir, c'était la fille qui faisait la lecture à voix haute. Chez les prolos, celui qui savait lire, après les 10 heures, 12 heures de travail, les hommes se réunissaient au café, buvaient énormément, parce que la faculté de médecine disait qu'il fallait boire du vin et qu'il n'y avait pas de tranquillisant à cette époque et que les conditions de travail étaient tellement douloureuses que les hommes buvaient pour moins souffrir et les femmes pauvres qui avaient des conditions de travail douloureuses buvaient aussi. Parce que la faculté de médecine disait que ça a diminué l'intensité des douleurs, ce qui est vrai. Ça abîmait le cerveau en passant, mais le cerveau n'avait pas la même fonction et le même investissement qu'aujourd'hui.
Quand l'école s'est développée, je me rappelle, moi j'ai pas été à l'école, mais quand j'étais au lycée, il y avait des enfants qui murmuraient en lisant. Ça se fait plus du tout maintenant. Ou ensuite, ils bougeaient la bouche, les lèvres. Maintenant, tout le monde lit tout seul dans son coin. Parce que tout le monde a fait des progrès dans la lecture qui isolent et qui diminuent les relations sociales. Alors qu'avant, on lisait en public, ça se refait un petit peu. Il y a des clubs de poésie, il y a des clubs de lecture, mais ça a moins la valeur sociale que ça avait avant. Donc je pense, pour répondre à votre question, qu'il y a plein de facteurs hétérogènes qui se conjuguent pour répondre à votre question, pour expliquer qu'on intègre des données neurologiques, affectives, relationnelles et sociales pour bien lire ou pour bien écrire. Merci beaucoup, Monsieur Cyrulnik.